Si ces 10 points sont acceptés par les Américains, c'est une énorme claque aux Américains. Donc ça, il faut bien le voir, c'est une déclaration de défaite en bonne et due forme. Alors évidemment, les Américains pourront l'emballer différemment, disant qu'ils ont quand même réussi à éliminer Khamenei et puis les grandes comment dire, des personnalités du gouvernement iranien. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit qu'ils avaient déjà fait un changement de régime, ce qui est une vision assez simpliste de ce qu'on appelle un régime. Un régime, ce n'est pas une personne, un régime, c'est un système. Et le fait d'éliminer des personnes n'élimine pas le système. Je peux vous dire que c'est pratiquement la dernière chose à faire d'éliminer les chefs. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, nous vous avions demandé votre avis sur l'ultimatum de Trump lancé à l'Iran. Trump menaçait de faire revenir l'Iran à l'âge de pierre, de faire disparaître à jamais la civilisation iranienne. Et vous nous aviez dit que c'était du bluff. Et vous aviez raison, comme souvent d'ailleurs depuis 6 ans maintenant. Quelles sont les raisons pour lesquelles Trump a reculé et s'est laissé 15 jours supplémentaires pour négocier avec l'Iran? Alors, la raison profonde, c'est que naturellement, les Américains n'atteignent pas leurs objectifs avec cette affaire, que au lieu d'améliorer leur situation, si je peux dire ça comme ça, ou leur situation sécuritaire, pourrait-on dire, puisque on imagine que c'est pour cette raison que théoriquement on fait des guerres, on les déclenche. Mais ici, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas atteint les objectifs visés en Iran, et puis là, je vous montre une image d'une manifestation en Iran qui où c'est comment c'est lors d'un enterrement des victimes des bombardements israélo-américains. Et ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que ça se fait sous les bombes. Et vous voyez que la population iranienne, d'ailleurs qui manifeste pratiquement tous les jours en faveur du gouvernement, n'est pas du tout impressionnée par les bombes. On voit même à certaines occasions, comme sur cette image, que les bombes tombent tout près et que personne ne sait. Au contraire, ça ravive encore le soutien et les slogans et comment dire, l'animosité en faveur du gouvernement et contre les Occidentaux. Donc, les Américains n'ont pas atteint l'objectif qu'ils cherchaient à faire, avec les Israéliens d'ailleurs, qui était de faire s'effondrer le régime. D'autre part, ils s'étaient engagés ou ils avaient prévu une guerre de courte durée et que par conséquent, ils pensaient qu'ils pourraient assez rapidement atteindre leurs objectifs et puis qu'ils pourraient déclarer une victoire au bout de 15 jours, d'imposer à l'Iran une négociation et de se retirer la tête haute de ce conflit. Or, ceux qui, aux États-Unis, étaient opposés à une intervention en Iran, notamment J.D. Vance, le vice-président, et McCain, le président du Joint Chief of Staff, c'est-à-dire le chef d'état-major des armées, si on veut faire un parallèle avec la France, plus ou moins, euh, eh bien, ils avaient dit qu'ils n'auraient pas les moyens de faire une opération de longue durée et que ils devaient avoir atteindre leurs objectifs dans quelques semaines. Or, on est maintenant à près de 6 semaines du conflit et on s'aperçoit que les Américains n'ont strictement rien atteint. Par ailleurs, ils dépensent des quantités d'armement absolument gigantesques. Et ici, je vais vous montrer les consommations de missiles de croisière Tomahawk. Et vous avez ici, c'est une étude qui a été faite il y a une semaine par le CSIS, qui est un think tank républicain, d'ailleurs à la base, qui étudie les questions de politique de sécurité américaine. Et ici, ils ont fait une étude de la consommation des missiles Tomahawk. Et on voit que ici, au sommet, en orange sur ce diagramme, l'opération Epic Fury
a dépensé, a utilisé pendant les 4 premières semaines de son déroulement 850 missiles. C'est plus que dans n'importe quelle autre opération qui a été faite, y compris Iraqi Freedom, mais qui a été beaucoup plus longue dans la durée, et Desert Fox, etc. Et vous voyez que en 4 semaines seulement, les Américains ont pratiquement utilisé, on pourrait dire, un sixième de leur capacité de Tomahawk, leur capacité totale de Tomahawk. Et puis, vous avez également assuré Orange ici ce que les Américains sont capables de reproduire ou reconstruire pour l'année fiscale 2026. Donc, vous voyez que ce qui a été dépensé en 4 semaines sera à peine compensé par ce que l'industrie américaine est capable de produire en une année. Et qu'on a parallèlement à ça, ici on a évidemment les missiles Tomahawk, mais il y a les missiles Patriot, les missiles THAAD, donc les missiles de défense antiaérienne, etc., qui ont été pratiquement tous épuisés par les attaques iraniennes. Donc, en sous-évaluant l'adversaire iranien, les Américains sont mis dans une situation où eh bien, ils sont aujourd'hui étranglés par le fait qu'ils n'arrivent plus à soutenir le rythme que leur impose l'Iran. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump, déjà à la mi-mars, avait proposé, enfin, quand je dis proposer, c'est des propositions à la Trump, c'est-à-dire qu'il avait dit si vous n'acceptez pas un cessez-le-feu, on continuera à vous matraquer. Donc, les expressions que vous avez évoquées l'autre jour, c'était évidemment les dernières, mais déjà à la mi-mars, il y avait eu des menaces tout à fait semblables que Donald Trump avait dû également repousser. Et là, eh bien, on se retrouve dans le même cas de figure, c'est-à-dire que Donald Trump fait des menaces qu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre. Et ça, c'est le vrai problème de Trump, c'est que, et ça a été la même chose, on a vu exactement le même scénario avec les droits de douane, avec les menaces qu'il a fait sur les différents pays, les pressions qu'il voulait faire, etc. C'est qu'il fait des menaces énormes pour faire une pression énorme, mais derrière, il n'a pas ce qu'il faut pour mettre en œuvre les promesses ou les menaces qu'il fait. Et c'est la situation dans laquelle on est. Donc, Donald Trump a fait cette déclaration de cessez-le-feu. Il a, dans un premier temps, reçu une fin de non-recevoir de la part des Iraniens qui ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés à négocier. Et je rappelle, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur cette chaîne, la raison pour laquelle les Iraniens ne veulent pas, c'est exactement la même qu'on trouve quand on pose la question aux Russes sur l'Ukraine, c'est-à-dire que un cessez-le-feu, c'est-à-dire une pause temporaire des combats, est considéré par l'Iran comme, d'ailleurs c'est le cas pour la Russie en Ukraine, qu'une pause temporaire n'a que pour seul objectif de permettre le réarmement de leur adversaire, mais que ça ne résout pas les problèmes fondamentaux du conflit. Or, l'Iran a dit, ce conflit, pour nous, on veut que ce soit le dernier. Par conséquent, il s'agit non pas que les armes se taisent, mais il faut qu'elles se taisent définitivement. Autrement dit, il doit y avoir une négociation sur le fond du problème et une négociation qui aboutisse à la décision des Américains et des Israéliens de ne plus attaquer l'Iran. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, toutes les attaques qui ont eu lieu sont des attaques qui sont venues soit d'Israël, soit des États-Unis, soit des deux. On se rappelle de la guerre des 12 jours de l'année passée. Par conséquent, l'Iran, qui est un pays fondamentalement pacifique d'ailleurs, ne veut pas revenir dans cette situation, et pour ne pas revenir dans cette situation, il veut une solution définitive. Mais pour avoir une solution définitive, les Iraniens ont compris que il fallait, pour forcer les Américains à cette solution définitive, il fallait leur imposer une victoire décisive, si vous voulez. Et c'est ça que sont en train de faire les Iraniens. Ils sont en train de pousser les Américains dans une situation où les Américains sont obligés d'avoir une négociation. Et c'est un peu la situation qu'on a maintenant.
Donc, la semaine passée, on a le Pakistan qui s'est fait à l'instigation de la Chine et de la Russie d'ailleurs, comment dire, qui a pris le rôle de médiateur dans ce conflit et qui a élaboré l'idée d'un cessez-le-feu. Et parallèlement, les Iraniens ont proposé, puisque je vous rappelle, j'en avais parlé la semaine passée, que les Américains avaient proposé un plan en 15 points, un plan de paix en 15 points, qui était ni plus ni moins une capitulation de l'Iran. Donc l'Iran a totalement rejeté ces 15 points. Et à la place, on fait un plan en 10 points. Alors ce plan en 10 points, il est, à la différence d'ailleurs du plan américain, dont on n'a jamais il n'a jamais été publié. Donc, je l'avais présenté la fois passée sur la foi de publication qui a été apparue dans les médias israéliens. Dans quelle mesure les 15 points que je vous avais présentés reflétaient le contenu exact de la proposition américaine, personne ne le sait en réalité. J'imagine que oui, puisque Israël est un allié des États-Unis. Mais ici, à la différence des Américains, les Iraniens ont publié leur plan en 10 points. Ils l'ont publié par l'intermédiaire de leur agence de presse officielle. Et donc, on connaît quelle est la teneur de ces 10 points. Même si, quand vous allez sur les réseaux sociaux ou sur Internet, vous en verrez comment on dit, différentes versions parce que apparemment il y a des versions qui ont été recréées entre guillemets par nos médias en utilisant ChatGPT, des choses comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'a dit J.D. Vance, le vice-président, à qui on posait précisément la question de savoir quelle était la teneur du plan iranien. Alors, de nouveau, le plan tel que vous le voyez en ce moment à l'écran, il est exprimé en termes assez sommaires. Est-ce que c'est exactement comme ça qu'il a été présenté aux Américains par les Iraniens? Je ne peux pas l'affirmer, mais enfin, du fait qu'il a été présenté par l'agence de presse officielle iranienne, on peut s'imaginer qu'en tout cas, dans sa forme succincte, il représente assez bien les idées des Iraniens. Donc, de quoi s'agit-il? En gros, aucune nouvelle agression contre l'Iran. L'Iran continue à avoir le contrôle du détroit d'Ormuz, alors que les Américains voulaient en avoir le contrôle eux, et eux régler l'accès et la sortie du détroit. Même Donald Trump avait dit qu'il pouvait envisager une sorte de coopération avec l'Iran pour faire ça. Vous avez bien entendu que les Iraniens n'ont jamais accepté ce genre de choses, surtout pas avec les Américains. Et ensuite, il va y avoir une acceptation sans réserve de l'enrichissement nucléaire. Je vous rappelle que l'Iran pratique l'enrichissement d'uranium conformément aux règles du traité de non-prolifération nucléaire, que le droit d'enrichir de l'uranium est, selon les termes du traité de non-prolifération, un droit inaliénable, et par conséquent, inaliénable signifie que l'Iran ne peut pas être contraint à abandonner ce droit. Et c'est ce que voudraient les Américains et les Israéliens naturellement. Mais là, les Iraniens tiendront bon, puisque en réalité, c'est aussi l'expression de leur souveraineté. Et c'est en raison de leur droit souverain qu'ils ont le droit d'enrichir de l'uranium. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, rien ne montre qu'ils ont enrichi au-delà des normes qui sont considérées comme de l'usage civil, même si l'enrichissement à 60% qui a été fait est un enrichissement qui aboutit à des utilisations très limitées en matière civile, mais qui néanmoins, au terme du traité, sont des règles on est toujours dans le contexte d'un enrichissement de caractère civil. Ensuite, la levée de toutes les sanctions primaires et secondaires, l'abrogation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant l'Iran, l'abrogation de toutes les résolutions du Conseil des gouverneurs de l'AIEA concernant l'Iran, notamment toutes les résolutions qui, sous l'impulsion des Occidentaux, condamnaient systématiquement l'Iran, alors qu'on n'a jamais découvert en Iran des violations des termes
du traité. Alors, on trouvera peut-être une petite procédure qui n'a pas été respectée ou des choses comme ça, mais comme d'ailleurs on trouve ça dans à peu près n'importe quelle administration ou gestion des affaires dans le domaine que ce soit sécurité ou autre d'ailleurs. Mais l'Iran n'a jamais dérogé aux, euh, aux éléments fondamentaux du traité de non-prolifération. Ensuite, versement d'indemnisation à l'Iran, c'est-à-dire des droits de réparation, retrait des forces de combat américaines de la région du Moyen-Orient, et puis finalement la cessation de la guerre contre l'Iran sur tous les fronts, y compris contre le Hezbollah au Liban, y compris également, ça n'est pas sur ce document-là, mais apparemment c'est également inclus dans l'idée, c'est également les attaques qui se font par l'Arabie saoudite contre les Houthis au Yémen. Donc voilà ce plan. Alors, mon opinion, c'est que ce plan a très peu de chances d'être accepté par les Américains. Néanmoins, néanmoins Donald Trump, dans un de ses nombreux tweets, a déclaré que c'était un travail, un plan qui était utilisable et sur lequel on pouvait travailler. Or, le lendemain, Caroline Leavitt, la porte-parole de la présidence, a dit qu'en fait, Donald Trump avait jeté ce plan 10 points à la poubelle. Donc, de nouveau, comme c'est toujours un peu la même chose avec les Américains, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Iraniens sont aussi méfiants à l'égard des Américains, parce qu'un jour ils disent blanc, le lendemain ils disent noir. On ne sait jamais vraiment à quoi s'en tenir. Toutefois, là, on a ce plan iranien. Alors, il est très important de comprendre une importante distinction ici. Le plan qui est là, que j'ai présenté, c'est un plan de résolution du conflit. Donc, c'est ce qui doit être négocié pour la résolution du conflit. Ça n'a rien à voir avec un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu qui, lui, a été apporté, ou, comment dire, dans le cadre d'une médiation euh, par le Pakistan, par le Premier ministre pakistanais Sharif, et qui a été élaboré en collaboration avec la Chine et la Russie, est un accord de cessez-le-feu qui devrait normalement permettre aux parties du conflit de négocier. Voilà, c'est ça l'idée du Pakistan. Mais il n'a pas fait ça à la demande des Iraniens. Les Iraniens n'ont pas demandé de cessez-le-feu, comme je l'ai dit, et c'est uniquement l'initiative du Pakistan. Alors, les Américains sont déclarés d'accord pour avoir un cessez-le-feu, mais évidemment que ce cessez-le-feu doit être assorti également d'un processus de négociation qui devrait d'ailleurs commencer aujourd'hui à Islamabad, le vendredi 10 avril. Cette négociation à Islamabad est conduite par J.D. Vance, le vice-président, qui, je vous le rappelle, était opposé à la guerre au départ. Donc c'est assez intéressant de voir que là, Donald Trump n'a pas mis un faucon en matière de ce conflit, mais a mis celui qui était opposé au conflit, donc ce qui donne certaines chances de réussite. Mais par ailleurs, il flanque J.D. Vance des deux Dupont de la négociation américaine, à savoir Jared Kushner et Steve Witkoff. Et ça peut être un peu le caillou dans la chaussure parce que je vous rappelle qu'en 2025, et d'ailleurs en 2024, en 2025, pardon, mais il y avait eu aussi le problème avec les Russes. Jared Kushner et Steve Witkoff sont les deux négociateurs et chaque fois qu'il y a eu des négociations avec eux, eh bien, les Américains ont saisi l'opportunité pour en fait utiliser la négociation comme paravent pour préparer une offensive. Et par conséquent, les Iraniens n'ont pas vraiment confiance ni dans l'un, ni dans Jared Kushner, ni dans Steve Witkoff.
Alors, est-ce que l'idée, c'est d'avoir J.D. Vance comme négociateur principal et les deux autres qui le flanquent, ou bien l'idée, c'est d'avoir les deux autres qui négocient et J.D. Vance qui vient ici pour donner une caution politique à la négociation? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on est dans une situation où les Américains, de nouveau, ne donnent pas des signaux qui, pas des signaux positifs, si vous voulez, pour résoudre cette négociation. Donc voilà un petit peu où on en est. Le cessez-le-feu, les Américains l'ont accepté. Les, les Iraniens ont dit, bon, si les Américains l'acceptent, OK, d'accord, on l'accepte également. Et de nouveau, ce cessez-le-feu n'a rien à voir avec la liste en 10 points. Cette liste en 10 points, personnellement, je suis assez pessimiste quant à sa réalisation. Enfin, vous allez me dire, c'est une base de négociation. Donc, la négociation, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, et surtout dans la perspective des Iraniens, comme l'avait d'ailleurs exprimé dans une interview le ministre des Affaires étrangères iranien Arakchi. Il avait dit une négociation, c'est les deux parties qui s'asseyent à une table et qui, sur la base de documents, rapprochent progressivement leur position de façon à arriver in fine à une position commune. Donc, j'imagine que c'est en tout cas la perspective des Iraniens. Est-ce que les Américains vont être dans cette perspective? Je l'espère, mais de toute façon, il faut bien voir, quand vous avez vu le texte de ces 10 points, si ces 10 points sont acceptés par les Américains, c'est une énorme claque aux Américains. Donc ça, il faut bien le voir, c'est une déclaration de défaite en bonne et due forme. Alors évidemment, les Américains pourront l'emballer différemment, disant qu'ils ont quand même réussi à éliminer Khamenei et puis les grandes, comment dire, des personnalités du gouvernement iranien. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit qu'ils avaient déjà fait un changement de régime, ce qui est une vision assez simpliste de ce qu'on appelle un régime. Un régime, ce n'est pas une personne, un régime, c'est un système. Et le fait d'éliminer des personnes n'élimine pas le système. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, et c'est d'ailleurs en réalité, quand vous éliminez des personnes, des dirigeants, des officiels, etc., d'un système, que ce soit le Hamas dans les années en 2023-2024, que ce soit le Hezbollah en 2024, que ce soit l'Iran l'année passée, cette année, le fait d'abattre des personnes n'a aucune incidence sur la structure et la philosophie du système. C'est un calcul assez primitif, mais qui est assez largement pratiqué par les Israéliens parce qu'ils ont toujours eu affaire à des bandes organisées, donc ils pensent qu'en tuant le chef, ça va disloquer la bande. On n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est une optique qui est très occidentale, d'ailleurs que les Américains ont essayé à plusieurs reprises de mettre en œuvre en éliminant Bachar el-Assad, en voulant éliminer Fidel Castro dans les années 60. Il y a eu des centaines de tentatives d'attentats contre Fidel Castro, etc. Parce qu'on a toujours cette idée en Europe, et puis d'ailleurs, il y a eu toutes les tentatives contre Vladimir Poutine également, hein, qui ont été pratiquées sous l'égide des pays occidentaux, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et naturellement l'Ukraine. Et l'Ukraine, d'ailleurs, l'a avoué, le chef du renseignement ukrainien l'a avoué eux-mêmes, où ils ont essayé d'éliminer Vladimir Poutine, avec cette idée toujours que quand vous détruisez la pointe de la pyramide, eh bien tout le système s'effondre. Et ça, c'est une très mauvaise connaissance des mécanismes de gouvernance et en particulier des mécanismes de gouvernance en cas de crise. Je peux vous dire que c'est pratiquement la dernière chose à faire d'éliminer les chefs. Si on voulait obtenir un résultat stratégique, la dernière chose à faire, c'est d'éliminer les chefs. Mais bref, on ne va pas entrer dans des détails trop théoriques. Toujours est-il que euh, les Américains pourraient se prévaloir d'un succès, d'une victoire, parce qu'ils ont éliminé les dirigeants du gouvernement ou de ce qu'ils appellent le régime iranien. Alors ça, ce serait une porte de sortie qui leur donnerait une apparence, c'est de sauver la face.
Parce qu'à ce moment-là, ils pourraient dire, bah voilà, on voulait détruire le régime, on a détruit le régime parce qu'on a éliminé telle personne. Et comme je l'ai dit, ce que j'ai entendu il y a quelques jours de Donald Trump dans une conférence de presse où il dit, finalement, on a atteint notre objectif puisqu'on a éliminé l'ayatollah et ses chefs, etc. Et ça pourrait être une échappatoire. Ça veut dire que tout le reste, eh bien, ils n'ont pas atteint. Mais en mettant ça en avant, ça leur donne l'apparence d'une victoire. Et comme je l'ai dit, on est dans une situation où on a du côté américain en tout cas, enfin du côté occidental, parce que c'est un peu la même chose du côté israélien, encore que les Israéliens, c'est encore un problème encore plus profond que pour les Américains. Mais si on donne l'apparence si on arrive à emballer la défaite avec l'emballage qui donne l'illusion d'une victoire, ça pourrait marcher pour les Iraniens. Et c'est probablement que les Iraniens sont conscients de cette chose-là. Parce que là, on travaille avec la personnalité de des gens comme Netanyahou d'un côté, mais aussi Trump de l'autre, qui sont des gens qui veulent montrer qu'ils ont réussi quelque chose. Ils ne pourraient pas abandonner ce conflit avec l'image de quelqu'un qui a failli. Et ça, c'est la raison pour laquelle les Iraniens pourraient avoir une sorte euh, de scénariser, si vous voulez, la sortie de crise en concédant une forme de victoire à aux États-Unis et à Israël, tout en ayant eux-mêmes de facto la victoire, à condition que tout ça soit sanctionné par des traités. Voilà en gros la situation où on en est. Donc, si maintenant il y a une négociation et si elle se déroule normalement à Islamabad entre Américains et Iraniens, eh bien, c'est une négociation qui se fait en réalité à la demande des Américains, parce que les Américains sont arrivés au bout du rouleau, ou presque, si vous voulez, dans cette situation, et ceci sans parler même de l'opposition qui grandit un peu partout dans le monde à un conflit qui commence à toucher tout le monde. Puisque maintenant les prix du pétrole augmentent partout, et pas seulement du pétrole, parce qu'on a également d'autres produits, comme par exemple les engrais, qui sont également touchés par ce conflit et qui progressivement se répercutent sur toute la chaîne de production, la chaîne alimentaire, mais aussi les chaînes de production, et ça frappe en particulier d'ailleurs l'Europe, qui avait déjà une crise énergétique qui était qui a explosé, pourrait-on dire, avec les sanctions imposées à la Russie, qui maintenant se retrouve dans une situation impossible parce que l'Europe ne produit pas, ou beaucoup moins d'énergie en tout cas, que ses grands concurrents, que sont la Chine, la Russie et les États-Unis. Et donc l'Europe est vraiment un peu le parent pauvre de cette histoire. C'est d'ailleurs peut-être un peu la raison pour laquelle aujourd'hui les dirigeants européens essayent un peu d'accommoder la chèvre et le chou et essayent d'amadouer les Iraniens parce que aujourd'hui, d'une fois de plus, ils ont mal manœuvré, ils se sont eux-mêmes enfermés dans le coin de la pièce, et puis c'est les Iraniens qui aujourd'hui ont le contrôle de la situation. Voilà ce qu'on peut dire sur ces raisons du retrait ou du recul américain. Est-ce que le Pakistan a proposé une feuille de route pour les négociations? Alors, je n'ai pas vu de feuille de route. D'ailleurs, je crois que c'est un peu la faiblesse de cette affaire. On a je pense que le Pakistan joue ce rôle de médiateur, donc c'est pas à eux d'imposer une feuille de route ou d'imposer des choses. Ils ont essayé de travailler avec les acteurs qui étaient favorables à une résolution du conflit. Et comme je l'ai dit, c'est surtout et en grande partie la Chine et et la Russie pour essayer de trouver une solution avec les Américains. Mais probablement que les premières réunions, et c'est la réunion d'aujourd'hui, si elle a lieu normalement, ce qu'on peut espérer, eh bien, ça va être précisément d'esquisser une feuille de route entre les différentes parties. Je ne pense pas que le Pakistan soit en mesure d'imposer une feuille de route ni aux uns ni aux autres. D'accord.
Et quelles sont, à votre avis, les lignes rouges des Iraniens et des Américains dans la négociation? Je ne sais pas, ce terme de ligne rouge est un peu galvaudé. On a toujours des lignes rouges. Il n'est pas question de ligne rouge à en parler. La ligne rouge, c'est quelque chose qui théoriquement déclenche quelque chose. J'aime pas ce terme. Je trouve qu'il est très inapproprié. On l'utilise un peu à tout bout de champ, mais il n'est pas très approprié. Le plan 10 points iranien esquisse exactement ce que veulent les Iraniens. Ce n'est pas des lignes rouges. Ils veulent tout simplement qu'on arrête le conflit. Point final. Et qu'on arrête les causes, enfin tout ce qui génère ce conflit. Et comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, le conflit qu'il y a entre Israël et l'Iran, et même entre les États-Unis et l'Iran, est un conflit de nature totalement artificielle. Totalement artificielle. On imagine bien que les Américains ont toujours les événements de 1978-1979, notamment l'occupation de l'ambassade américaine par les étudiants iraniens au moment du renversement du Shah et de l'arrivée de Khomeini. Il y a eu cette occupation de l'ambassade avec la détention d'ailleurs du personnel de l'ambassade pendant plusieurs mois comme otage. Et ça, c'est quelque chose que les Américains, qui est resté en travers de la gorge des Américains. Très très clairement. Il y a un côté, ça c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais avalé et qui a défini une fois pour toutes les relations entre Américains et Iraniens. Ceci étant, il faut voir que après la crise de l'ambassade, cette prise d'otage, que c'était une prise d'otage hein, par les étudiants iraniens du personnel diplomatique américain, il y a eu la signature des accords d'Alger. Les accords d'Alger, alors ça n'a rien à voir avec les accords d'Alger qui a eu, qui ont d'autres accords qui portent le même nom. Ça, c'est des accords qui ont été signés, si ma mémoire est bonne, en 1981 et qui soldent, si vous voulez, la crise de l'ambassade américaine. Et ça, c'est l'élément important. Et dans cet accord signé par les Américains et les Iraniens, mais les Américains s'engagent à ne plus interférer dans les affaires intérieures de l'Iran. Ils s'engagent à ne plus interférer dans les affaires intérieures de l'Iran. Or, tout ce qu'on voit depuis ces 20-30 dernières années, c'est exactement l'inverse. Les Américains ont continué systématiquement à s'ingérer dans les affaires de l'Iran et pas simplement s'ingérer à la manière comme le dit l'Union européenne, il suffit d'avoir des trucs sur TikTok pour que ce soit considéré comme une ingérence. On n'est pas du tout dans ce genre d'ingérence. L'ingérence des Américains est quelquefois d'ailleurs relayée par certains grands pays européens. Cette ingérence, elle a consisté à financer des mouvements terroristes, entraîner des mouvements terroristes, mener des attentats en Iran, s'attaquer à des personnages, y compris des politiciens iraniens, etc., etc. Donc on n'est pas dans une ingérence soft, on est dans une ingérence très dure qui s'est faite évidemment au service, en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie aussi, au bénéfice, enfin à la demande d'Israël. Donc, et ce genre d'accords qui ont été signés par les Américains, mais jamais respectés, font partie un peu comment dire, de ce passif qu'il y a entre Américains et Iraniens, et c'est ce manque de confiance qu'ont les Iraniens dans les Américains. Les Américains n'ont jamais tenu, un peu comme les Israéliens d'ailleurs, n'ont jamais respecté leurs promesses ou leurs engagements. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Iraniens ne sont pas, euh, comment dire, ne sont pas demandeurs d'un cessez-le-feu, mais ils veulent que les Américains se rendent compte eux-mêmes qu'ils n'ont pas d'autre alternative que de s'engager dans quelque chose pour lesquels ils, comment dire, ils doivent tenir leur parole, sans quoi les choses seront bien pires dans la suite. Donc, on est vraiment en situation où l'Iran constate que plus le temps passe,
plus on temporise sur un accord, plus les Américains et les Israéliens profiteront pour revenir à la charge par la suite. Donc c'est la raison pour laquelle les Iraniens veulent une solution définitive. Et ça, c'est l'élément central. Donc, on n'a pas une ligne rouge. Enfin, la ligne rouge serait, si vous voulez, plus de conflits. Terminé. Et ça concerne tout aussi bien, d'ailleurs, d'autres domaines qui ne sont pas des proxys iraniens, je le précise, ni les Houthis, ni les Hezbollah ne sont des proxys, comme on les appelle familièrement. Ils ne pratiquent pas la politique de l'Iran. En revanche, l'Iran se sent une responsabilité par rapport à ces minorités chiites qui se défendent contre les attaques répétées des sunnites et des Israéliens, d'ailleurs, et par conséquent, pour l'Iran, il y a une sorte de responsabilité morale à soutenir euh, ces acteurs-là. Et c'est la raison pour laquelle et pour éviter également qu'on massacre des populations, à défaut de pouvoir massacrer l'Iran, on massacre les Libanais, si vous voulez. C'est un peu le type de raisonnement à l'israélienne. D'ailleurs, on l'a très bien vu. Dès que les Américains ont proposé d'accepter un cessez-le-feu, et la première réaction des Israéliens, ça a été de bombarder un immeuble locatif à Beyrouth et de tuer près de 300 personnes. Voilà, là, on est exactement dans la logique israélienne. D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'après un mois de conflit, les victimes civiles causées par les Israéliens et les Américains s'élèvent à plus de 2000-2500 civils qui ont été tués par les bombardements en Iran, et je n'ai même pas considéré encore les victimes au Liban, alors que les victimes causées par les frappes iraniennes se comptent dans un numéro environ d'une trentaine de personnes, peut-être un peu plus. Donc on voit très bien que les Iraniens, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait vu dans les opérations, maintenant de l'opération True Promise 4, mais dans les True Promise 1 à 3, si vous voulez, il y avait eu très très peu de victimes civiles parce que les Iraniens prennent un soin tout particulier à cibler des installations militaires, à cibler des centres de commandement, bref, à toucher des cibles qui affectent directement la conduite du conflit. Alors que les Israéliens et les Américains visent des hôpitaux, des écoles et des civils parce que leur idée, c'est, comme toujours, et on avait vu exactement la même logique d'ailleurs à Gaza avec les Israéliens, l'idée de toucher la population civile, c'est en fait de faire porter aux civils la responsabilité des actions du Hamas à Gaza, du Hezbollah au Liban et du gouvernement iranien. Et par conséquent, essayer, en bombardant la population civile, qu'elle se révolte contre les chefs respectivement du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran. C'est exactement la même logique que celle qu'avaient appliquée d'ailleurs les Alliés en Allemagne dans les bombardements entre 1943 et 1945. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce type de stratégie, c'est que l'idée des Britanniques à l'époque, c'était justement de provoquer une révolution contre le régime nazi. Eh bien, ça n'a strictement rien provoqué du tout. Au contraire, ça a raffermi la population autour de la conduite nazie. Et c'est pour ça que, une fois de plus, on s'aperçoit que on a des stratégies qui sont, comment dire, élaborées sur la base de convictions qu'on a, d'impressions, des notions très fantasmagoriques, pour ne pas dire cinématographiques, de la guerre. Alors que la réalité est très différente. Et j'ai montré d'ailleurs cette photo d'entrée en Iran où on voit la population qui manifeste en faveur du gouvernement sous les bombes américaines et qui montre très très bien qu'on est exactement à l'inverse de la stratégie américaine. Et là, on est dans la stratégie des États-Unis contre l'Iran, donc un pays contre un autre. Mais quand vous voyez la stratégie d'Israël, par exemple, contre les Palestiniens
en particulier le Hamas, mais pas seulement, parce que on a eu la même stratégie contre avant, hein, les stratégies qu'on a eues, les massacres de civils par l'armée israélienne à l'époque de l'OLP, à l'époque où le Hamas n'existait pas. C'est exactement la même stratégie. Et la stratégie à l'égard du Hezbollah, c'est exactement la même chose. On essaye systématiquement de toucher les civils, qui sont des cibles d'ailleurs plus faciles, hein, euh, dans le but qu'elle se révolte. Et tout ça n'a jamais fonctionné. Au contraire, ça a toujours fait émerger des mouvements plus robustes, plus agressifs. Et d'ailleurs, la manière de traiter l'OLP a conduit à la création du Hamas. Donc, on a systématiquement, les Israéliens ont chaque fois fait une stratégie qui se retournait systématiquement contre eux. Alors, ils ont pu maîtriser un peu les effets, ils ont pu maîtriser tactiquement, ou en partie tactiquement, les effets d'une mauvaise stratégie, parce qu'en massacrant les gens, etc., ils ont été pris dans une spirale du massacre, si je peux dire ça comme ça, tout simplement parce qu'ils ont la mauvaise stratégie. D'ailleurs, Israël, à qui on prête des grandes qualités en matière d'antiterrorisme, etc., c'est le seul pays du monde qui a le même problème terroriste depuis 80 ans. Et tout ça, c'est pas parce que il y a des conditions particulières et que c'est pas le degré d'ensoleillement de la Palestine ou bien, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que tout simplement, ils sont incapables d'avoir une réflexion stratégique adaptée à leur situation. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs le soutien qu'a Israël dans nos pays, typiquement en Belgique, en France, etc. Donc on voit qu'il y a eu un soutien, et même en Suisse d'ailleurs, il y a eu un soutien à peu près inconditionnel d'Israël en Palestine, avec toujours cette idée chez nous que Israël améliore sa sécurité. Or, c'est totalement faux. Et de nouveau, j'ai travaillé très longuement sur les questions de guerre asymétrique, de lutte contre le terrorisme, etc. C'est une très mauvaise compréhension des phénomènes dans lesquels se développe, un, le terrorisme, et deuxièmement, dans lequel, si vous voulez, la guerre se déroule, le contexte à la fois culturel, le contexte historique, enfin historique un peu moins, mais surtout culturel et géopolitique dans lequel il se déroule. La stratégie israélienne, c'est une stratégie qui est une stratégie très primitive en réalité. C'est une stratégie assez moyenâgeuse, mais et même, je ne suis même pas sûr qu'au Moyen Âge, on aurait eu du succès avec ça. Donc on est dans quelque chose qui est très inefficace, mais qui probablement s'explique par le fait que les Israéliens ont toujours eu comme objectif, et je peux rappeler des textes qui ont été écrits même avant la Deuxième Guerre mondiale concernant la Palestine, les Israéliens, enfin à l'époque ça ne s'appelait pas Israéliens puisqu'il n'y a pas d'Israël, c'était des Juifs, mais, enfin ils sont toujours Juifs, mais à l'époque on les appelait, on disait que c'était la population juive de Palestine, euh, il y avait toujours l'idée qu'à la fin, en Palestine, il ne devait y avoir qu'un seul peuple et ce serait les Juifs. Donc, l'idée d'éliminer tous les autres, elle est là depuis très longtemps, même avant qu'Israël existe, à vrai dire. Et et ça explique pourquoi on n'a pas des stratégies pour maîtriser le terrorisme ou maîtriser les menaces. On a une stratégie qui est d'éliminer tout simplement tout ce qui pourrait éventuellement devenir une menace. Voilà. Et c'est dans cette même logique-là qu'on agit, alors, si vous voulez, euh, par extension, euh, avec l'Iran aujourd'hui. Et je pense que c'est une stratégie qui est totalement fausse, et qui ne s'applique même pas à des mouvements plus petits comme le Hamas ou Hezbollah, mais qui s'appliqueront très certainement pas à l'Iran. Et que plus on s'avance dans ces situations, plus la fermeté de l'Iran va grandir. La population iranienne, d'ailleurs aujourd'hui, la population qui manifestait en janvier en Iran, elle s'est totalement ralliée au gouvernement aujourd'hui. Enfin,
à peu près totalement. Il y a probablement encore des gens qui sont opposés, ça je ne veux pas vous dire non, mais je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais en grande partie, et d'ailleurs les images, malheureusement je n'en ai pas à vous montrer, mais montrent qu'effectivement on a des manifestants de janvier qui aujourd'hui sont du côté du gouvernement. Par conséquent, la détermination de l'Iran va augmenter avec le temps. Et comme je l'avais dit d'ailleurs au tout début de cette crise, le problème, c'est que les Américains jouent un peu sur du velours parce qu'ils bombardent l'Iran. L'Iran ne peut pas répondre sur les États-Unis, il peut répondre sur les bases américaines au Moyen-Orient, mais ils ne peuvent pas répondre contre les États-Unis. Par conséquent, ils répondent contre Israël. Donc les Américains utilisent le- Israël comme, si vous voulez, c'est un peu, Israël est un peu le bouc émissaire dans cette affaire parce que c'est le seul pays sur lequel l'Iran peut, de manière réaliste, rétorquer. En plus, ça fait partie des agresseurs, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais c'est certainement l'Iran qui subira les conséquences les plus graves euh, Israël, vous voulez au dire. niveau sociétal. Pardon? Israël, vous voulez dire. Israël, pardon, oui, Israël, tout à fait. C'est Est-ce que Israël vous qui est. pensez, ouais, pardon. Est-ce que vous pensez que la prolongation du conflit au Liban peut avoir un impact sur les relations entre les États-Unis et Israël? Or, en fait, ce conflit risque d'avoir des répercussions sur toute une série de relations qu'ont les États-Unis. D'abord parce qu'aux États-Unis, et il y a un article d'ailleurs du New York Times qui vient d'être publié qui montre que les États-Unis sont intervenus, alors non pas à la demande d'Israël, mais disons que ce qui s'est passé, c'est que lorsque Netanyahou est venu le 11 février en visite à Washington, il a brossé un tableau de la situation tel que les États-Unis ne pouvaient pas faire autrement que d'intervenir. En gros, ce qu'a dit Netanyahou, il a dit, écoutez, on a un cas, une opportunité fantastique, le régime est extrêmement fragilisé, il suffit que vous éliminiez un ou deux de ses dirigeants et tout le système iranien va s'effondrer. Donc, ce n'est pas Israël qui a dit allez-y, détruisez tout, mais c'est Israël qui a dit, qui a fait une représentation de la situation telle que les Américains se sont dit bon, ben, on va pouvoir régler le problème une fois pour tout. Une fois pour toutes. Alors, cette représentation est évidemment totalement fausse. Là, la représentation que Netanyahou a faite a été totalement biaisée et probablement délibérément de façon à induire en erreur les Américains et à pousser les Américains à penser qu'ils auraient un succès définitif dans ce conflit. Alors, ça, les Américains, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de Donald Trump, mais les Américains, dans leur ensemble, y compris dans la classe politique d'ailleurs, n'ont pas du tout apprécié ça. Dans la population aussi, il faut savoir que la tradition euh, aux États-Unis, c'est une tradition chrétienne. Euh, qui a ses vues, à tort ou à raison, sur les Juifs, euh, en général plutôt bien tourné, mais il y a quand même, il y a quand même un certain nombre oh, il y a, disons, de l'antisémitisme, un antisémitisme de base, si je peux dire ça comme ça. Voilà, qui est lié aux relations qu'il y a eu entre la chrétienté et les non-chrétiens, en l'occurrence les juifs. Ça peut concerner aussi les musulmans, mais en l'occurrence, on parle des juifs. Donc, cet antisémitisme, j'allais dire de base, si vous me passez l'expression, il existe, mais il a certainement été exacerbé par la situation qu'on a maintenant, parce que les Américains voient, quand je dis les Américains, je ne parle pas seulement des élites de Washington, mais du peuple américain, ils voient qu'ils sont embarqués dans une aventure qui ne peut que tourner à leur désavantage et que par conséquent, leur allié israélien les a induits en erreur. Et que ça, c'est des choses qu'on ne fait pas entre amis. Voilà, aussi simple que ça. Par conséquent, il y a de nombreuses personnes qui maintenant, dans l'establishment américain, et ça c'est des choses qu'on n'aurait probablement pas entendues il y a une année ou 2 ans,
des politiciens américains qui disent on devrait dissocier notre politique étrangère de celle d'Israël et que on ait chacun notre parcours et on devrait se préoccuper davantage, beaucoup moins de la situation des Israéliens parce que finalement, c'est un boulet, c'est pas un gain, c'est un boulet. Et cette réflexion, d'ailleurs, elle commence aussi, enfin, même type de réflexion se fait sentir dans les pays arabes, qui aujourd'hui constatent que ben, être avec les Américains, c'est pas nécessairement une garantie de sécurité. Au contraire, c'est plus comment dire, une charge qu'une solution. Et que par conséquent, il vaut mieux diversifier ses relations et pas continuer à se concentrer uniquement sur les Américains. Et cette remarque que je fais, elle est d'autant plus intéressante que vous avez ces jours, je crois que c'était hier, je ne sais pas combien de temps va durer sa visite, mais vous avez la représentante de l'opposition du Kuomintang à Taïwan qui est en visite officielle à Pékin et qui cherche à réaffirmer les contacts ou les liens entre Taïwan et la Chine continentale. Alors le Kuomintang, c'est à l'origine le parti de Chiang Kai-shek, c'était à l'origine c'était les créateurs de la, la République de Chine, de Formose ou Taïwan. Et aujourd'hui, c'est une opposition puisque les autres partis sont en faveur de l'indépendance, etc. Mais le Kuomintang aujourd'hui a réfléchi davantage à des liens assez étroits avec la Chine, enfin des liens culturels, historiques, etc. Et par conséquent, sans être du tout communiste d'ailleurs, hein, c'est ce qui les a séparés pendant des décennies. Mais aujourd'hui, le Kuomintang pense que cette rivalité qui a, et puis cette menace permanente d'indépendance est une manière comment dire, de créer des tensions qui n'apportent rien à personne. Et que par conséquent, il vaudrait mieux continuer à vivre en bonne intelligence comment dire, en parallèle, si je peux dire ça comme ça, puisque vous savez que en vertu du consensus de 1992, ce consensus, c'est le consensus historique entre Taïwan et la Chine, qu'il n'y a qu'une seule Chine, point 1. Point 2, Taïwan est une province de la Chine. Et, et donc que, en fait, c'est le même pays, mais qui évolue sur deux trajectoires différentes, si vous voulez. Et ce consensus, c'est à la base, qui est d'ailleurs accepté à la fois par Taïwan et officiellement par Taïwan d'ailleurs. Hein. Ce consensus, il n'est pas propre au Kuomintang, il est officiellement adopté par Taïwan, il est reconnu par l'Union européenne, par les États-Unis, par tout le monde. Ce consensus est une chose qui est très connue, et évidemment par la Chine populaire. Et l'idée, ce serait de continuer à vivre en parallèle et d'arrêter d'essayer de brandir des velléités d'indépendance qui ne font qu'accentuer les tensions et qui aujourd'hui, dans un climat de compétition internationale, eh bien, portent préjudice, en tout cas plus à Taïwan qu'à la Chine continentale. Donc, il n'y a aucun intérêt de continuer sur la voie qui est proposée par les Américains et les Européens, à savoir d'une indépendance de Taïwan. Et, et un des éléments moteurs de cette réflexion de se rapprocher avec la Chine, c'est précisément le fait qu'aujourd'hui, même les Taïwanais s'interrogent sur la pertinence d'avoir les États-Unis comme alliés. Parce qu'ils remarquent qu'effectivement, les Américains sont certes des alliés par beau temps, mais par mauvais temps, ils pourraient très bien retirer leurs billes. Et vous remarquez qu'à certains égards, on a le même phénomène en Europe, puisqu'aujourd'hui, bon, évidemment, Donald Trump esquisse, mais enfin bon, ça c'est un peu des rodomontades de dire qu'il ne voudrait plus être dans l'OTAN, mais à l'inverse, vous avez aussi, d'ailleurs ces derniers jours, des négociations, ou pas des négociations, mais des discussions au sein de l'Union européenne pour savoir si l'Union européenne doit se doter de la bombe nucléaire. Donc on voit que un peu partout, il y a des réflexions sur les relations qu'on a avec les États-Unis
et que ces relations qui, durant la guerre froide, étaient basées sur une forme de garantie de sécurité, hein, c'est en tout cas très clair avec l'OTAN, puisque l'OTAN est une formalisation de cette idée. Avec les autres pays, c'est peut-être un peu moins formel, mais c'est quand même l'idée sous-jacente. Et que cette garantie de sécurité, eh bien, en réalité, les Américains l'utilisent uniquement à leur profit, mais pas au profit de leurs alliés. Et que par conséquent, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à continuer à avoir une relation qui est finalement unilatérale, puisque c'est les Américains qui décident eux-mêmes s'ils vont défendre leurs alliés ou pas. Donc oui, la réponse à votre question entre les relations entre Israël et les États-Unis vont certainement être discutées. Elles ne seront probablement pas remises en question très sérieusement parce que d'abord, les lobbies juifs sont très importants aux États-Unis et que par ailleurs, il reste quand même, malgré l'antisémitisme de base qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les sociétés, pas seulement aux États-Unis, il y a cette forme de compassion qu'on a pour Israël avec cette référence à l'Holocauste, etc., etc., qui fait que les gens hésitent un petit peu à abandonner Israël. Donc, je peux m'imaginer que on va pas, les Américains ne vont pas couper les ponts avec les États-Unis. Néanmoins, il se pourrait qu'il y ait une certaine forme de distance qui s'exerce entre les États-Unis et Israël, et que cette distance, alors cette fois-ci, non pas du, comme provoquée par les Américains, mais provoquée par les alliés américains. Les alliés se posent exactement les mêmes questions, mais dans l'autre sens, en se disant, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être avec les Américains? Je vous rappelle que dans les jours qui ont suivi l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, pratiquement tous les dirigeants du Moyen-Orient ont téléphoné à Vladimir Poutine et qu'aujourd'hui, ou les propositions qui ont été faites pour un cessez-le-feu, eh bien, elles viennent du Pakistan, bien sûr, parce que c'est lui qui est comment dire, la pièce centrale de cette affaire, mais avec l'aide de la Chine et de la Russie. Donc on retrouve dans cette configuration une perception de la Chine d'un côté, de la Russie de l'autre, comme des forces d'équilibre, mais pas l'Europe. Vous remarquez qu'à aucun moment, on pose la question à l'Europe. D'ailleurs, l'Europe, elle, de son côté, elle cherche à se doter de la bombe nucléaire. Donc, l'image qui ressort de tout ça, c'est que les alliés occidentaux ne sont pas fiables, les Américains ne sont pas fiables, l'Europe est davantage un problème pour la stabilité régionale, voire mondiale, d'ailleurs comme elle a toujours été, hein, puisqu'elle n'a pas été un pôle de stabilité, mais un pôle d'instabilité, en tout cas pendant le XXe siècle. Et, euh, et aujourd'hui, les gens qui nous regardent depuis le monde extérieur, enfin le monde extérieur, depuis le reste du monde, on peut employer cette expression pas très flatteuse, mais le reste du monde voit le monde occidental comme peu fiable, porteur d'instabilité, générateur d'instabilité, incapable d'avoir une maîtrise des conflits qu'il déclenche, parce que le conflit en Iran a été déclenché par les Israéliens et les Américains. Le conflit en Europe, évidemment, se déroule sur le continent européen et on s'aperçoit que ces conflits ont été déclenchés là et que les forces en présence, les grandes forces en présence, soi-disant, sont incapables de les maîtriser et que par conséquent, ce ne sont pas des partenaires fiables. Et c'est certainement une des leçons de ce conflit. C'est pas évidemment pas la seule, mais c'est certainement une qu'on peut retirer, en tout cas, dans la situation qu'on a actuellement. Pensez-vous que les Américains et Iraniens vont trouver un accord d'ici 15 jours ou on va repartir sur un cycle de guerre en Iran? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. La question que vous posez, d'ailleurs liée à la question du cessez-le-feu, ce cessez-le-feu, comme je l'ai dit, il est le produit d'une médiation faite par le Pakistan.
Or, le premier jour d'acceptation du cessez-le-feu par les Américains, eh bien, Israël ne fait rien de mieux que de détruire un immeuble en faisant près de 300 victimes. Évidemment que les Iraniens disent, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des accords de cessez-le-feu si de toute façon les Israéliens ne le respectent pas. Alors évidemment, il y a toute la question de savoir si l'accord de cessez-le-feu, d'ailleurs, on n'a jamais de truc écrit, on n'a jamais de document écrit, on est toujours avec des choses qui ont été dites, pas dites, on est toujours dans cette espèce de flou artistique qui est assez caractéristique de l'activité diplomatique qu'on a aujourd'hui, faite par des gens qui s'improvisent, négociateurs, etc. Résultat des courses, on ne sait jamais vraiment où on en est. J'ai parlé au tout début de ce plan de 15 points des Américains qui n'a jamais été publié, donc dont on ne connaît pas réellement l'exacte teneur. Le plan iranien qui a été publié, mais sous une forme sans doute résumée, et qui par ailleurs s'est fait doubler par des variantes de ce plan créé par ChatGPT. Donc on voit qu'on est dans un environnement diplomatique extrêmement flou et l'accord de cessez-le-feu lui-même, eh bien, personne n'en connaît vraiment la teneur. Toujours est-il que les Iraniens ont déclaré que la question du Liban se trouvait dans la question du cessez-le-feu. Le Premier ministre pakistanais, qui a été le médiateur dans cette affaire et finalement le porteur du message, si vous voulez, de ce cessez-le-feu, lui aussi affirme dans un tweet que le Liban faisait partie de l'accord de cessez-le-feu. Et qu'une fois de plus, mais de nouveau, on ne devrait pas être surpris parce que jusqu'à maintenant, Israël a systématiquement essayer de contourner les accords, etc. Je vous rappelle que le Liban, je l'avais évoqué la semaine passée, mais déjà au Liban, la présence, j'essaye, hop là, de retrouver la carte que j'avais montrée la fois passée. Voilà, je vais revenir sur cette carte-là. Je vous rappelle que la carte de la présence israélienne, et vous voyez ici les 5 points de présence israélienne sur le territoire libanais euh, au début depuis 2024 en réalité, alors qu'Israël aurait dû se retirer complètement. Les accords signés par Israël prévoyaient qu'ils allaient se retirer complètement du Sud Liban. Or, ils n'ont jamais respecté cet accord et c'est la raison pour laquelle finalement l'accord de cessez-le-feu est mort-né puisque les Libanais, ou plutôt le Hezbollah, a donné quelques semaines. Enfin, il y avait d'ailleurs un délai pour que les Israéliens puissent se retirer, mais au terme de ce délai, les Israéliens n'ont strictement rien fait. Résultat des courses, en réalité, on est en guerre depuis déjà 2024, depuis la fin 2024, début 2025, alors que, mais tout ça parce qu'Israël n'a pas respecté ce qu'il a signé. Donc on savait déjà que les Israéliens ne respecteraient pas ça, c'est-à-dire tout le problème quand on conclut un accord avec Israël, parce que pratiquement les chances qu'il respecte sur cet accord est extrêmement faible. Et c'est ce qui pourrait d'ailleurs faire capoter complètement toute l'initiative américaine, l'initiative pardon, pakistanaise de cesser le feu. Avec toujours d'ailleurs la même conclusion ou la même conséquence, c'est-à-dire que chaque fois, on perd davantage confiance dans Israël et dans les Américains, puisque, en définitive, ils ne respectent pas les accords ou leurs propres paroles, ou leurs propres signatures. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que le détroit d'Ormuz est un enjeu important pour les Iraniens? Alors, le détroit d'Ormuz est un enjeu essentiel pour les Iraniens parce que c'est finalement le moyen de pression qu'ils ont sur le reste du monde et sur les Occidentaux. Ils savent que les Occidentaux restent très dépendants du Golfe en matière énergétique, pas seulement énergétique d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres produits qui passent par là, notamment des engrais, etc. Donc c'est
un point de passage important et c'est pour l'Iran un levier important. L'Iran est un pays qui, bah, quand vous voyez déjà ce qu'on disent nos médias, etc., vous voyez que l'Iran ne part pas avec comment dire, un potentiel stratégique très élevé dans l'image, en tout cas, des Européens, de la politique des Européens. Et le seul levier que l'Iran peut avoir, c'est précisément le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays européens commencent à réfléchir, après avoir condamné euh, l'Iran pour s'être défendu, ce qui est quand même d'ailleurs assez incroyable. Aujourd'hui, vous voyez des pays européens qui commencent à réfléchir et à rétropédaler parce qu'ils se sont aperçus que leur position était difficilement tenable et surtout, à terme, conduisait à un affaiblissement, davantage d'affaiblissement, notamment pour les pays européens. Donc oui, c'est un élément important pour les Iraniens. C'est un levier contre l'agression occidentale et on voit que ça fonctionne d'ailleurs aussi avec Donald Trump. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué le potentiel militaire américain qui s'épuise dans ce conflit, mais il y a un autre facteur que j'aurais pu mentionner d'ailleurs, et qui est l'impact économique de ce conflit qui commence à toucher de manière assez sérieuse, enfin toutes les sociétés occidentales qui sont fortes consommatrices d'énergie, mais en grande partie évidemment les Américains. Et si on ajoute les différentes politiques américaines entre les droits de douane, etc., on s'aperçoit que la politique de Donald Trump jusqu'à maintenant, ça a été une politique qui a des fortes tentations inflationnistes, pas de l'inflation à proprement parler, mais ça conduit quand même à une hausse des prix. Par conséquent, euh, les Américains sont aussi sensibles à ce phénomène-là et la maîtrise le problème du détroit d'Ormuz, c'est qu'il permet de réguler la quantité d'hydrocarbures qui circulent dans le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé les Américains à lever les sanctions qu'ils avaient à propos du pétrole russe et à lever les sanctions qu'ils avaient à l'égard du pétrole iranien. Donc, on voit que ce détroit d'Ormuz a un impact très sérieux sur la politique américaine. Cela étant, il est important aussi parce que la moindre pression qu'il y a, et c'est là où ça devient très intéressant, je l'avais déjà expliqué la fois passée, que les Iraniens n'ont jamais vraiment fermé le détroit d'Ormuz. Ils ont voulu resserrer le contrôle, si vous voulez, sur ces pays et le fermer d'ailleurs à leurs ennemis. Bon, ça c'est évidemment de bonne guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que le détroit d'Ormuz n'ait pas été totalement fermé, il reste beaucoup moins fréquenté qu'avant. Alors, il y a une explication, c'est une que j'avais déjà donnée d'ailleurs dans un, une vidéo précédente, et c'est le rôle des compagnies d'assurance qui ne veulent pas prendre des risques sur ces questions de transport de pétrole. Ça, c'est une chose. Mais il y a un autre phénomène aussi qu'on apprécie peu, mais qui est une réalité, c'est les sanctions secondaires. C'est-à-dire que vous pouvez être un pays ami, considéré comme un pays ami, mais vous êtes toujours à la merci d'avoir, naturellement, les Américains ont levé les sanctions sur le pétrole iranien et le pétrole russe, mais si vous, en tant que non, ni russe, ni iranien, ni quoi que ce soit, vous transportez du pétrole iranien, est-ce que vous êtes sanctionnable? Et de nouveau, on retombe sur la problématique de ces sanctions, qui sont un outil qui est à géométrie variable, qui met l'économie mondiale à la merci du diktat américain ou européen, et qui fait que même si le détroit d'Ormuz est ouvert, les gens hésiteront à l'utiliser parce que s'ils vont chercher du pétrole iranien, ils pourraient malgré tout se faire sanctionner, quand bien même l'Iran lui-même n'est pas sanctionné. Donc, vous voyez, on est
on est sur quelque chose, toute cette mécanique des sanctions, y compris d'ailleurs celle qui me frappe, hein, d'ailleurs, on peut aller jusque-là, mais toutes ces mécaniques de sanctions sont des mécaniques qui sont utilisées maintenant à tort et à travers, sans réelle stratégie, sans réelle réflexion, avec comme conséquence que, eh bien, ça paralyse les relations internationales, les relations commerciales, les relations entre les gens, du coup, quand c'est des sanctions qui concernent des individus, et qui en réalité n'apportent strictement rien, parce qu'elles ne permettent pas de faciliter les choses. J'entends, on voit bien que les sanctions n'ont pas affaibli l'Iran. Et d'ailleurs, plus le temps passe, plus on a l'impression que l'Iran est plus efficace. Alors, il est plus efficace, non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'Israël est plus faible, parce que les Américains s'affaiblissent. Je suis parlé tout à l'heure des missiles qu'ils ont de moins en moins, etc. Donc, si vous voulez, les sanctions n'affectent absolument pas le conflit. On a vu exactement la même chose en Russie. On a appliqué les sanctions massives contre la Russie en 2022, et puis on a vu que ça n'a rien fait du tout, à tel point qu'aujourd'hui on est au 20e paquet de sanctions et que la Russie est toujours plus forte. Alors, le narratif vient en disant c'est pas vrai, ils sont pas forts, etc., etc. Mais quand vous regardez la récente évaluation des menaces publiée d'ailleurs il y a quelques jours par les services de renseignement américains, vous apercevez que la Russie, au contraire, a gagné en puissance, est devenue aujourd'hui une puissance majeure, alors qu'avant le conflit en Ukraine, ils ne le considéraient pas comme une puissance majeure. Donc, en réalité, en appliquant des sanctions, on force les gens à des comportements qui vont exactement à l'encontre de l'objectif des sanctions imposées initialement. Donc, euh, toutes ces restrictions qui sont faites au commerce, etc., sont des commerces qui se retournent contre les pays qui en ont le plus besoin. Et les pays qui en ont le plus besoin, c'est les pays qui vivent toujours, j'allais dire, qui produisent ou qui essayent d'avoir des concurrences à la marge, n'est-ce pas? Les Chinois n'ont pas trop de soucis de concurrence, enfin de plus en plus parce que le coût du travail augmente chez eux aussi, mais dans les grandes lignes, on peut dire que les Chinois ont de moins en moins de concurrence et que les Européens, eux, en ont toujours plus. Le prix de l'énergie devenant toujours plus cher, le prix des matières premières devenant toujours plus cher, l'accès aux matériaux stratégiques devient de plus en plus difficile, les Américains essayent de conserver leur part du lion. Résultat des courses, on a une Europe qui est en réalité qui s'affaiblit à cause des sanctions qu'elle applique. Et c'est enfin pas seulement à cause de ça, hein, mais il y a une sorte d'absence de réflexion stratégique en Europe qui fait que l'Europe s'affaiblit inéluctablement. Et donc le détroit d'Ormuz, pour revenir à votre question, eh bien, c'est le, comment dire, le robinet que les Iraniens ont sous contrôle et qu'ils savent avoir sous contrôle et que les Américains eux-mêmes ont constaté qu'essayer de prendre le contrôle sur cette zone-là était à peu près impossible avec les moyens qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils essayent maintenant de pousser la France, la Grande-Bretagne et les autres à le faire, parce que les Américains, eux, constatent qu'avec leurs moyens, ils ne parviendront pas à le faire. Donc ils préfèrent envoyer les autres au charbon à leur place. Mais le détroit d'Ormuz, et on voit d'ailleurs dans la proposition de résolution du conflit, dans le plan en 10 points fait par l'Iran, que la maîtrise du détroit d'Ormuz reste une prérogative de l'Iran et que l'Iran va insister sur ce point-là et que éventuellement on pourrait avoir une collaboration avec Oman, ça a été discuté également, qui est une sorte de gestion commune du passage, et ça c'est dans les choses faisables. Je rappelle qu'Oman avait été le médiateur dans le cadre des négociations qui s'est faites jusqu'à la fin février, entre Américains et Iraniens, les négociations qu'il y a eu à Genève. Et donc, Oman aujourd'hui a très clairement dit que cette guerre était une guerre provoquée par les Occidentaux. Et par conséquent, les relations entre l'Iran et Oman sont relativement bonnes et on pourrait imaginer effectivement une gestion commune. Toujours est-il que
ça va être une décision prise non pas par Oman ni par les Américains, c'est une décision qui sera prise par les Iraniens. Les Iraniens veulent conserver ici ce contrôle du détroit d'Ormuz comme levier stratégique pour empêcher qu'il y ait des nouvelles attaques et des offensives contre son pays, et ce qui pourrait nuire à l'économie mondiale. Voilà. Je vous remercie, Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres importants sur le conflit israélo-iranien, Gouverné par les fake news et Opération Déluge d'Al-Aqsa. Et vous venez de faire paraître il y a quelques jours votre nouveau livre, Paix en Ukraine, toujours aux éditions Max Milo. Merci. Merci pour cette Est-ce interview. que